Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un que vous connaissez et parfois que je reçois régulièrement, Guy Miller, qui est donc l'auteur du livre Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden. Mais vous le savez qu'il a écrit de nombreux ouvrages sur Obama et sur Trump. Mais au-delà de ça, il a d'autres compétences, puisque vous le verrez si vous cherchez, il a écrit beaucoup sur d'autres thèmes. Alors, là, on va revenir sur, cher Guy, merci beaucoup de nous accorder un moment. On va revenir sur quand même l'actualité, puis on va remonter un peu le temps, parce que vous écrivez régulièrement dans Dreux Info. Biden vient de déclarer sa candidature. Comment réagissez-vous à cette nouvelle? Je dirais que c'était à attendre et je dirais que c'est pas vraiment une candidature de Joe Biden, c'est une candidature de l'équipe de Joe Biden. En général, quand quelqu'un se déclare candidat à la présidence, il parle directement, il fait une allocution. Là, ça n'est pas une allocution, c'est une vidéo. Et sur les 3 minutes de vidéo, on doit voir Joe Biden pendant 10 secondes environ. Et je dirais que 10 secondes, ça doit correspondre à sa capacité de garder une attention cognitive. Hmm. Bon, on va revenir quand même, parce qu'en parallèle, on a vu le procureur Alvin Bragg. Alors ici, on a eu quelques émissions avec Ken Pereira, André Pitt, donc on va comme chapeauter un peu, avec un autre angle, disons, qui est le vôtre. On sait que le procureur Alvin Bragg est démocrate, que sa fille fait partie de l'organigramme du Parti démocrate. Est-ce qu'on assiste, comme on a pu le voir avec l'élection où Trump a dû être dégagé du pouvoir, est-ce qu'on assiste aussi à une volonté de faire une sorte de coup d'État pour éviter que Trump soit candidat? Je dirais que c'est pas vraiment un coup d'État puisque Trump n'est pas au pouvoir. Je dirais que le coup d'État a eu lieu lorsque les démocrates ont réussi à chasser Trump du pouvoir. Ils se sont acharnés contre lui pendant les 4 années de sa présidence et ils ont utilisé le Covid pour utiliser massivement le vote par correspondance. Et je dirais que l'essentiel des fraudes qui ont eu lieu en 2020 ont été réalisées grâce au vote par correspondance. Je dirais qu'ils sont tout à fait prêts à recommencer le même type d'opération, mais il y a effectivement une volonté de démolir Donald Trump qui est à l'œuvre, et je dirais que ce qui n'est pas suffisamment dit en dehors des États-Unis, c'est que la justice américaine est complètement dévoyée. Il y a des juges d'extrême gauche et des procureurs d'extrême gauche qui ont été mis en place sous Barack Obama et qui restent en place, et certains ont été mis en place sous Joe Biden, et ces gens sont des gens qui se donnent pour tâche essentielle d'éliminer Donald Trump de la vie politique américaine. Je dirais que d'une même façon, le FBI est devenu une police politique au service du régime Biden, et je dirais que tout cela est scandaleux, et tout cela devrait inquiéter profondément tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la démocratie et aux valeurs de l'état de droit. Et je dirais que c'est vrai que lorsque je lis des commentaires sur les incriminations et les inculpations visant Donald Trump dans le reste du monde, dans le monde francophone en particulier, je suis assez révolté puisque je dirais que tout ce qui est énoncé par des procureurs d'extrême gauche, cet an dernier, des procureurs comme Alvin Bragg, est pris comme argent comptant par les grands médias. Je dirais que le dossier présenté par Alvin Bragg est un dossier totalement vide. Il n'y a strictement rien. Et je dirais que, effectivement, Alvin Bragg a réussi à obtenir d'un grand jury de Manhattan la possibilité de mettre Trump en examen, mais je dirais que dès lors qu'à Manhattan, la population vote à plus de 80% pour les démocrates, réunir un grand jury qui se propose d'inculper un républicain, c'est pas du tout difficile, c'est même une évidence. Je dirais que d'autres dossiers vont être présentés contre Donald Trump. Il y en a un qui l'attend
en Georgia. Mais ce qui est important de dire pour Alvin Bragg, puisque les procureurs aux États-Unis sont élus par la population, les procureurs comme Alvin Bragg sont élus par la population. Quand Alvin Bragg s'est présenté pour être élu à son poste, le seul élément de son programme était je ferai mon possible pour inculper Donald Trump. C'est mon programme. Et c'est sur ce base qu'il a été élu. Il n'est pas le seul à avoir été élu comme ça. Il y a la procureure de l'État de New York a été élue sur la même base. Et il y a un procureur dans le Fulton County en Georgia qui a été élu sur la même base encore. Tout cela est absolument Alors, fondamental. vous avez écrit un article, il faut cesser de mentir sur Donald Trump et sur la perversion de la justice américaine par la gauche marxiste. Et vous expliquez qu'en fait, les institutions américaines sont ébranlées de l'intérieur. Alors, on l'a déjà abordé dans nos différentes rencontres par des marxistes qui utilisent des stratégies d'infiltration suggérées par le communiste italien Antonio Gramsci dans les années 1930 et par le maître à penser de la gauche extrême américaine Saul Alinsky. Alors, vous dites que ça a été sur l'enseignement, les médias, les partis politiques, le Parti démocrate. Et est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce qu'il semble que ça a eu une énorme influence sur Obama, puisque Saul Alinsky, il me semble qu'il fait partie des gens qui ont influencé Oui, la mais mentalité. d'ailleurs, Barack Obama a enseigné à l'université de Chicago pendant une période assez brève, et le sujet de son enseignement, c'était la stratégie de subversion élaborée par Saul Alinsky dans un livre qui s'appelle Rules for Radicals, qui est le livre de chevet de l'extrême gauche américaine. Donc je dirais que ce qui se passe présentement aux États-Unis n'est pas du tout surprenant. Je dirais que la gauche américaine aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était encore à l'époque de Bill Clinton, encore moins ce qu'elle était même à l'époque de Jimmy Carter, qui était un très mauvais président, mais qui n'était pas un gauchiste. Elle n'est plus cela. La gauche américaine est devenue une extrême gauche à tentation totalitaire. Et je dirais que ce qu'elle fait avancer au sein des États-Unis, c'est effectivement une subversion de toutes les institutions et la volonté d'instaurer un totalitarisme soft qui ferait que le Parti démocrate deviendrait une forme de parti unique, acceptant sur le côté, c'est sur son flanc, un parti républicain condamné à être l'opposant éternel du Parti démocrate. Alors, vous dites qu'en fait, ils sont décidés à transformer les États-Unis en un pays à régime socialiste autoritaire de parti Oui, unique. oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui est en train de se passer et je dirais que suivant la stratégie de Gramsci, ce qui s'est appelé la nouvelle gauche, le terme nouvelle gauche a été inventé en 1960 aux États-Unis. La stratégie de la nouvelle gauche a consisté à prendre le pouvoir d'abord et essentiellement dans le système éducatif. Je dirais qu'ils ont parfaitement compris que si on tient le système éducatif, de l'école maternelle jusqu'à l'université. On peut laver le cerveau des enfants, on peut les endoctriner et on peut, à partir de là, dominer complètement le secteur des idées, dominer complètement le secteur de la politique. Et c'est ce qui s'est passé. Je dirais que l'essentiel du secteur éducatif aux États-Unis est tenu par des gens d'extrême gauche. Aujourd'hui, les manuels scolaires dans des secteurs cruciaux comme l'histoire des États-Unis ou l'instruction civique sont des manuels d'extrême gauche. Et je dirais que les conséquences sont qu'il y a de plus en plus de juges, de procureurs qui sont en fait des juges et des procureurs militants d'extrême gauche. Il y a de plus en plus de journalistes qui sont des journalistes d'extrême gauche. Et je dirais que cela crée une situation très, très préoccupante. Et je dirais que cela gagne même au sein des entreprises américaines. Vous avez tout un ensemble de dirigeants, de PDG d'entreprises qui sont eux-mêmes des gens d'extrême gauche. On peut être milliardaire aux États-Unis et être quelqu'un de gauche ou d'extrême gauche. C'est absolument flagrant aujourd'hui. Bah, c'est d'ailleurs vous avez fait un article il y a quelques mois là, sur les GAFAM. On peut là trouver un bon exemple de milliardaires qui soutiennent Obama ou qui soutiennent Biden contre Trump. Oui, Ce qu'on oui, je appelle dirais que les l'essentiel, capitalistes de connivence.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je dirais que de toute façon, ce qu'ont compris les démocrates, c'est qu'il est possible de créer des liens d'interdépendance avec de très grandes entreprises, c'est-à-dire qu'on leur donne des contrats préférentiels, on leur donne des avantages, et en échange de cela, ces grandes entreprises financent le parti et suivent la ligne du parti. Alors, il y a quand même une énumération, c'est quand même important de revenir sur Trump jusqu'au procès. Enfin, vous allez me dire justement ce qu'il en est. Mais vous dites que depuis son élection à la présidence, les démocrates d'extrême gauche harcèlent et persécutent Trump. Donc, il y a eu la collusion avec la Russie, procédure de destitution basée sur de faux témoignages, une utilisation politique de la pandémie au fin de déstabiliser le pays et de permettre des fraudes électorales et économiques, on va dire. Vague d'émeutes organisée à Black Lives Matter, Nation of Islam, à l'époque de Malcolm X et Martin Luther King, une élection présidentielle volée, des pressions sur la justice digne de la mafia, une machination organisée au Capitole le 6 janvier 2021. On a vu les vidéos récemment, il y avait presque personne là-dedans. Là. L'accusation portée contre les républicains soutenant Trump d'être des terroristes de l'intérieur et l'emprisonnement de centaines d'entre eux. Donc on va dire que, disons, l'intervention d'Alvin Bragg, là, c'est comme... c'est une suite logique de cette volonté de C'est un détruire. simple élément dans cet ensemble. C'est un simple rouage dans un ensemble d'engrenages qui sont en route. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur, rapidement, puisqu'on a tellement abordé ça ici, mais sur, disons, ce que vous appelez des faux témoignages et revenir un peu sur disons, bah, il n'y a rien, mais disons, le procureur, sur quoi il se base pour ces 34... enfin, Vous parlez d'Alvin Bragg. ouais, ouais, tout à fait. Oui, ben, je dirais que oui, de toute façon, pour impressionner, il a dit qu'il y avait 37, 34 chefs d'inculpation, je crois, et je dirais que ces chefs d'inculpation consistent simplement à décliner sous 34 formes différentes le même chef d'inculpation. Donc c'est un simulacre et c'est une forme d'imposture. Une comparaison que j'ai faite, je crois, dans un article, c'est à peu près l'équivalent si quelqu'un volait dans le supermarché une douzaine d'œufs et qui est une inculpation par œuf. Donc ça ferait 12 inculpations pour la douzaine d'œufs. Voilà, c'est à peu près de cette façon que les choses fonctionnent. Mais je dirais, puisqu'on parle de faux témoignages là-dedans, le témoin principal d'Alvin Bragg est l'ancien avocat de Donald Trump, quelqu'un qui a été condamné par la justice pour fraude fiscale, pour fraude bancaire et qui a fait de la prison et qui a tenté d'échapper à la prison en acceptant de faire des faux témoignages contre Donald Trump. Il a été condamné aussi pour ces faux témoignages parce que les avocats de Donald Trump ont montré que ce qu'il disait était faux. Et donc, ce personnage peu fréquentable qui a trahi Donald Trump et pratiqué le faux témoignage est le principal témoin du procureur Alvin Bragg. Avec ce genre de témoin, on peut dire que son dossier est vraiment solide. Il s'appuie aussi sur le fait que Trump est censé avoir acheté le silence d'une star du cinéma pornographique. Euh, oui, 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 Stormy Daniels pour ses films. Et je dirais que cette personne est une personne qui a été incitée à accuser Donald Trump juste avant l'élection de 2020 par un avocat qui est aujourd'hui en prison pour tentative d'extorsion de fonds, pour vol, etc. Et il a même volé l'argent que Stormy Daniels avait pu obtenir de Michael Cohen. Donc, on voit qu'elle a très bien choisi l'avocat qu'elle a choisi. Et donc, cet avocat est en prison actuellement. Ça, on ne le dit jamais. Et on ne dit pas non plus que Stormy Daniels, Stephanie Clifford, a été condamnée par la justice à payer les frais de justice engagés par Donald Trump, qui a porté plainte contre elle pour diffamation. Et je dirais qu'elle a été condamnée à payer une somme assez importante. En tout, ça dépasse 600 000 $ pour le moment et elle a dû
pour que Donald Trump n'aille pas plus loin, rédiger une lettre disant je n'ai jamais eu la moindre relation avec Donald Trump. Donc je ne sais pas si le procureur Bragg compte la faire témoigner, mais je dirais qu'il sera très facile aux avocats de Donald Trump de ressortir cette lettre, de montrer qu'elle était condamnée à payer des frais de justice à Donald Trump. Ce dossier est un dossier scandaleusement vide et monté d'une manière absolument lamentable. Alors, comment ça se fait qu'un procureur, donc Alvin Bragg, alors que c'est par rapport à une affaire que vous venez de déclarer jugée, en fait, donc l'actrice pornographique, Michael Cohen, tout ça, ces gens-là ont déjà été jugés sur cette affaire, ont prouvé qu'ils avaient été fait des faux témoignages. Comment on peut dire qu'Alvin Bragg ressort ces dossiers-là pour justifier sa mise en accusation? Ben, je dirais qu'il a promis à ses électeurs d'inculper Trump, et c'est ce qu'il a fait. Et pour l'inculper, il a été prêt à utiliser n'importe quel élément qui pouvait lui passer sous la main, quitte à utiliser le faux témoignage de Michael Cohen et d'autres éléments du même genre. Est-ce Voilà. que on peut dire que les institutions américaines sont en train de d'évoluer dans le mauvais Elles ne sens sont pas parce en que train d'évoluer, elles sont en train d'être profondément détériorées et détraquées par l'extrême gauche américaine qui entend en faire des institutions au service d'un parti unique d'extrême gauche. Et je dirais que la justice américaine en contient encore des juges et des procureurs intègres, mais tous les juges et tous les procureurs venus de l'extrême gauche ne sont pas du tout intègres, ce sont des juges et des procureurs militants qui sont prêts à utiliser n'importe quel moyen pour détruire leurs adversaires politiques. alors, comment vous voyez ça? Est-ce que ça va évoluer dans le sens où, parce que vous parliez de la Géorgie, est-ce qu'il y a d'autres affaires qui vont arriver sur Trump? Est-ce que vraiment ils vont Oui, essayer oui, bien jusqu'au sûr, bout? bien sûr. Je dirais que il y a une procureure en Georgia, dans le Fulton County, qui a dit qu'elle comptait inculper Trump pendant l'été. Donc ça peut survenir au mois de juillet, au mois d'août. Il y a un procureur spécial qui a été nommé par le ministère de la Justice de l'administration Biden et qui travaille à essayer de trouver des éléments qui lui permettrait d'inculper Trump. Et bon, on attend le résultat de ces travaux lamentables et sordides pour voir ce qui va en sortir. Mais ils sont bien décidés, l'administration Biden est bien décidée à tout faire pour démolir Trump avant qu'il puisse devenir candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et d'ailleurs, le juge à qui Alvin Bragg a transmis le dossier a dit qu'il comptait faire tenir le procès qui découle du dossier Alvin Bragg à partir, je crois, du mois de décembre prochain ou du mois de janvier 2024, c'est-à-dire dans une période où les élections primaires auront lieu et dans une période où la campagne électorale américaine pour l'élection présidentielle de 2024 sera lancée. Donc il y a vraiment une volonté très très claire qui est à l'œuvre. Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver? Et puis d'autre part, y a-t-il une course à la chefferie au sein du Parti républicain? Parce qu'on parle beaucoup de DeSantis en Floride, mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ben, je pense que Donald Trump a toutes les chances d'être candidat. Ce que je constate actuellement, c'est que le fait que les démocrates s'acharnent contre lui suscite un effet de soutien parmi les républicains et le soutien se tourne vers lui. Il a une avance très très nette. Je dirais que le seul candidat sérieux qui pourrait se présenter, il ne s'est pas encore présenté, c'est Ron DeSantis, mais dans les sondages, Ron DeSantis est entre 20 et 30% en dessous de Donald Trump. Donc Donald Trump a vraiment toutes les chances d'être le candidat républicain. Ce que pensent les démocrates, c'est que si Donald Trump est le candidat républicain, le fait de l'avoir calomnié, le fait de l'avoir diffamé, le fait de l'avoir sali, le fait que les grands médias de gauche américains, style CNN, MSNBC, Washington Post, New York Times, le salissent à longueur de colonne, ils pensent que tout cela peut faire basculer les indécis de leur côté. Et je dirais que la campagne que vont
mener les démocrates pour l'élection de 2024 va être une campagne disant votez pour nous, nous incarnons la démocratie et en face, regardez ce il y a un danger pour la démocratie. Donc ils ne présenteront pas un programme à proprement parler, ils se présenteront comme les sauveurs de la démocratie face à un danger totalitaire. Je dirais que c'est une façon de procéder classique de la gauche, hélas. Quand est prévu au sein du Parti républicain, disons, de choisir celui qui va représenter les républicains? Ben, je dirais qu'il y a toujours, c'est le système américain qui fonctionne comme ça, il y a toujours des élections primaires. Et donc c'est au terme des élections primaires, parce qu'à chaque élection primaire, il y a des élections primaires où les gens vont voter, et il y a aussi des caucus où les gens décident dans le cadre de réunions publiques. Et je dirais qu'à chaque réunion de caucus, à chaque élection dans un État, on désigne des grands électeurs qui vont représenter le candidat lors de la convention du parti. Et je dirais que celui qui a obtenu le maximum de représentants à la convention du parti est le candidat. Donc le processus va être lancé dans quelques mois et je dirais il va durer jusqu'à quelques semaines avant la convention du parti. Je dirais que je trouve regrettable pour ce qui me concerne qu'il y ait cette espèce de compétition que certains veulent absolument voir arriver entre Donald Trump et Ron DeSantis. Pour quelle raison? Parce que je pense que Ron DeSantis n'a pas l'étoffe et la notoriété nationale aujourd'hui pour avoir une chance. D'une part. D'autre part, je pense que beaucoup de républicains pensent qu'on a volé l'élection à Donald Trump en 2020 et donc veulent que Donald Trump puisse retrouver la présidence. Et donc, ou bien Donald Trump l'emportera, mais je dirais que la division qui aurait été créée au sein du parti, il emportera pour devenir candidat. Ou bien la division, mais je pense que la division qui aura été dessinée au sein du parti laissera des traces. Et je dirais que si les gens qui veulent soutenir absolument Ron DeSantis parvenaient à ce que Ron DeSantis soit candidat, Ron DeSantis perdrait parce que ceux qui soutiennent Donald Trump n'admettraient pas du tout une candidature autre que celle de Donald Trump. Il y a, hélas, au sein du Parti républicain aujourd'hui, des divisions très profondes. Il y a des gens qui soutiennent profondément Donald Trump et il y a des gens qui sont profondément hostiles à Donald Trump. Cette division au sein du Parti républicain est une division extrêmement dommageable. Je dirais que les démocrates peuvent avoir des divisions internes, mais quand il s'agit de gagner une élection, ils savent s'unir, ils savent faire taire leurs divisions parce que leur objectif est de gagner. Je dirais que du côté républicain, je ne vois pas cela se dessiner et je dirais que dans un contexte qui est déjà très difficile, parce qu'il y a le risque de fraude, il y a toute la propagande qui peut être lancée par le Parti démocrate, il y a l'utilisation de la justice, il y a les médias américains qui sont très largement tenus par la gauche. Dans ce contexte très difficile, diviser en supplément le Parti républicain est une attitude complètement stupide et très délétère. Alors, vous parliez justement des médias, juste pour finir cette partie, puisqu'on va aborder juste rapidement pour finir l'Israël et la France. Que pensez-vous de ce qui se passe à Fox News? Et est-ce que vous parliez d'un autre média qui est vraiment le média des Républicains, alors que Fox News, on semble-t-il, d'ailleurs, je crois que le journaliste qui a été renvoyé était plutôt anti-Trump. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Fox News? Est-ce que vous parliez dans vos articles que les fils étaient plutôt à gauche ou plutôt démocrates? Je dirais que Rupert Murdoch est clairement un conservateur, mais il a décidé de ne plus soutenir Trump et il est plutôt vers l'option Ron DeSantis. Et je dirais que ses fils sont à peu près sur la même ligne actuellement. Cela dit, il reste au sein de Fox News des gens qui sont des conservateurs et des gens qui soutiendront Donald
Donald Trump, je pense. C'est le cas de Sean Hannity, c'est le cas de Laura Ingraham, et je pense que c'est aussi le cas de Jesse Waters et de Maria Bartiromo. Je dirais que les quatre personnes que je viens de citer sont les principaux conservateurs au sein de Fox News. Ce qui concerne Tucker Carlson, puisque c'est de lui dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, est différent. Je dirais que si je puis dire, Tucker Carlson n'est pas un conservateur orthodoxe, c'est quelqu'un qui est proche plutôt d'un courant dont on parle peu, qui est le courant paléoconservateur. Le courant paléoconservateur est un courant plutôt isolationniste et qui inclut des gens qui défendent l'identité américaine au point que certains tiennent des propos qui frôlent le racisme. Et je dirais que, à mes yeux, donc Tucker Carlson est quelqu'un qui a des qualités, qui a pu défendre des positions conservatrices et qui a été courageux sur ce plan, mais c'est aussi quelqu'un qui a parfois des positions qui se situent dans une droite paléoconservatrice au sein du parti républicain, ce qui l'amène parfois à tenir des propos douteux. Et je dirais qu'il a repris à son compte un certain nombre de thèses qui sont effectivement complotistes. Et puis surtout, je dirais que depuis le mois de janvier l'année dernière, il soutient très très clairement les positions de la Russie et il invite dans son émission des gens qui sont absolument infréquentables, comme le colonel Douglas McGregor, qui, à mes yeux, est un propagandiste au service de Poutine. Et je dirais que cela a été au point, au degré que la télévision officielle russe a décidé de faire une émission hebdomadaire reprenant l'essentiel des propos pro-Poutine de Tucker Carlson. Et donc il y a une émission sous-titrée en russe de Tucker Carlson. C'est pas lui qui l'a choisi, hein, c'est la Russie qui l'a fait, dans la télévision officielle russe. Et quand Tucker Carlson a été débarqué par Fox News, d'ailleurs, les propagandistes russes de la télévision officielle russe ont fait des émissions en disant c'est un scandale, c'était notre meilleur soutien au sein du monde occidental. Et la télévision russe a même envoyé une offre d'emploi à Tucker Carlson, qui bien sûr ne l'acceptera pas, mais néanmoins, tout cela est très significatif et je dois dire que je pense que cela a joué dans la décision des dirigeants de Fox News. Les dirigeants de Fox News n'avaient sans doute pas envie de voir indéfiniment le nom de Fox News associé à la télévision russe au service de Vladimir Poutine. Alors, je voulais savoir si, peut-être pour finir cette partie-là, est-ce que, comme vous avez été membre de l'équipe de Ronald Reagan, est-ce que vous serez membre comme conseiller de Trump? Je n'ai pas été membre de l'équipe de Ronald Reagan. J'avais des liens amicaux avec Martin Anderson, qui était le principal conseiller de Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Et ces liens se sont perpétués jusqu'au décès de Martin Anderson, il y a 3 ans maintenant. Et je dirais que j'ai des liens amicaux avec des gens qui travaillent pour Donald Trump. J'ai été invité à Mar-a-Lago il y a quelques semaines et j'ai pu rencontrer Donald Trump, mais je n'ai pas du tout l'intention de m'impliquer dans la campagne. Je, je, fais mon travail intellectuel, je parle avec des gens, mais l'essentiel de mon travail est un travail intellectuel. J'ai été conseiller politique de dirigeants politiques français. Je n'ai pas envie de continuer ce type d'activité. J'ai envie de me concentrer sur mes livres, sur mes articles et sur mes conférences. D'accord. Alors, juste rapidement sur Israël et après sur la France, parce que bon, vous aviez milité pour Meir Habib, donc il a été réélu. Quel est votre commentaire sur... Je suis extrêmement heureux que mon ami Meir Habib ait été réélu. Il est mon ami parce que c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui n'a cessé de combattre toutes les formes de racisme et toutes les formes d'antisémitisme en France, y compris l'antisémitisme musulman. C'est quelqu'un qui défend Israël et je dirais qu'il a de nombreuses fois sauvé l'honneur de l'Assemblée nationale française où les gens
gens courageux ne sont pas toujours très nombreux. Donc, je me réjouis de la réélection de Meyer Habib, c'est tout à fait clair. Pour ce qui concerne le présent et pour ce qui concerne Israël à proprement parler, je dirais que je suis consterné de voir que la gauche israélienne fait tout pour déstabiliser le gouvernement de Binyamin Netanyahou, l'un des grands hommes d'État de ce temps. Et je dirais que la gauche israélienne, depuis plus de 3 mois, utilise les techniques de coup d'État que la gauche américaine a utilisées contre Donald Trump. Et j'ose espérer que ces gens vont finir par être éliminés de la vie politique israélienne et que le calme va revenir. Israël a besoin de sécurité, Israël a besoin de stabilité. Euh, Binyamin Netanyahu n'est pas du tout quelqu'un d'extrême droite. Binyamin Netanyahu est un conservateur lucide et un grand homme d'État, et Israël fait l'objet d'attaques de la part de l'administration. Est-ce que vous pourriez rappeler l'importance de ce que veut faire Netanyahou concernant la Cour suprême? C'est ça qu'on n'arrive pas, que des Ah gens ne oui, comprennent pas je dirais que, forcément. disons qu'il y a beaucoup de confusion qui est entretenue sur ce sujet. Je dirais que le discours que l'on voit prédominer dans l'essentiel du monde occidental, c'est le discours de la gauche, qui dit la Cour suprême israélienne préserve la démocratie, préserve l'état de droit. Je dirais que les choses sont en réalité très, très différentes. Je dirais que le rôle de la Cour suprême israélienne est dans le cadre d'une séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs traditionnels dans une société démocratique, la séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La Cour suprême israélienne occupe le rôle de pouvoir judiciaire et est censée veiller sur les institutions. Il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des lois fondamentales sur les lois fondamentales d'Israël et est censée veiller sur le respect des droits de l'être humain. Et je dirais que la façon dont la Cour suprême a été structurée au départ fait que les membres de la Cour suprême peuvent se coopter les uns les autres. La Cour suprême israélienne correspondait aux orientations du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif pendant des années et des années en Israël, parce qu'Israël était dominé massivement par la gauche. Je dirais que cette domination par la gauche s'est interrompue en 1977 quand Menahem Begin a été élu et est devenu Premier ministre. Et je dirais que depuis 1992, depuis les désastreux accords d'Oslo, qui n'ont jamais été des accords de paix, et sur ce plan, il importe bien de le souligner, depuis 1992, c'est essentiellement la droite qui a été au pouvoir en Israël. Et depuis cette période, la Cour suprême israélienne est devenue un bastion de la gauche au sein d'Israël. Et la gauche israélienne, depuis 1992, a connu une dérive vers une gauche de plus en plus extrême. Et je dirais que la Cour suprême, dans ces conditions, en est venue à faire tout son possible pour bloquer l'essentiel des décisions fondamentales que pouvait prendre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc elle a outrepassé son rôle de Cour suprême et a tenté de devenir une institution de blocage du fonctionnement de la démocratie israélienne. Ce que veut faire le gouvernement de Binyamin Netanyahou, c'est quelque chose que beaucoup de politiciens conservateurs en Israël voulaient faire depuis longtemps, et cela consiste à remettre la Cour suprême israélienne à sa place de Cour suprême, à dire qu'elle doit veiller sur les lois fondamentales d'Israël, qu'elle doit veiller sur le droit, mais qu'elle ne doit pas empiéter d'une manière arbitraire et quasiment constante sur les décisions du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est uniquement cela. Et je dirais que même des grands juristes américains de gauche, mais intègres comme Alan Dershowitz aux États-Unis, disent le projet de l'administration Netanyahou, le projet du gouvernement Netanyahou est un projet qui consiste simplement à rétablir l'état de droit en Israël, à empêcher que la Cour suprême empiète sur les autres pouvoirs et prenne des décisions arbitraires.
Et je dirais que c'est comme cela que les choses devraient être expliquées au sein du monde occidental. Binyamin Netanyahou ne met pas en danger la démocratie israélienne. Binyamin Netanyahou essaye de rétablir l'état de droit et la démocratie en Israël face à l'arbitraire de la gauche qui instrumentalise la Cour suprême à son service. Merci pour cet éclairage. Alors, pour conclure, la dernière question, c'est vous finissez un article récent, il y a quelques jours, la France est en train de disparaître. Et alors, je sais que vous allez sortir un livre sur la France, qui va être celui qui va sauver la France. Enfin, on reviendra bien sûr en avant-première lorsque le livre sortira. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la France est en train de disparaître ? Je dirais que la France est en train de disparaître sous l'effet de plusieurs phénomènes. Déjà, il y a eu un travail de sape généralisé. Je dirais que ce que j'ai dit sur les thèses d'Antonio Gramsci, qui ont très très largement été utilisées par les démocrates aux États-Unis, ce qu'a dit Antonio Gramsci est aussi utilisé dans le contexte français. Je dirais que de facto, les idées de la gauche sont devenues hégémoniques en France, si bien qu'il y a tout un ensemble de choses dont on ne peut quasiment plus parler en France. Et je dirais que quasiment tous les partis politiques français sont des partis qui sont à des degrés divers de gauche. Et cela concerne aussi le Rassemblement national. Le Rassemblement national, économiquement, est un parti complètement socialiste. Et donc, je dirais que la France est dans un état absolument lamentable sur tous les plans, le plan de l'éducation, le plan des médias, le plan de la justice, le plan de l'économie. La France a le record du monde de développer des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, et la France est confrontée à des flux migratoires qui sont en train de transformer très très nettement la population. Et vous annoncez une chose importante, vous dites que l'islam est devenu la première religion de France. En termes de pratiquants, oui, c'est la première religion de France. D'ailleurs, cela se voit. Si vous regardez les mosquées sont pleines et elles débordent. Et si vous regardez les églises sont vides et vous avez chaque année des églises qui sont démolies en France pour laisser place à des parkings, à des supermarchés. Et par contre, vous avez chaque année des mosquées qui sont de plus en plus nombreuses. Et si vous regardez les sondages qui sont faits au sein de la population musulmane en France, vous pouvez voir que la population musulmane se tourne de plus en plus nettement vers les valeurs fondamentales de l'islam, ce qui est logique puisqu'elle est musulmane. Et je dirais que dans l'islam, il est dit qu'aucune loi mise en place par un gouvernement des hommes ne peut être considérée comme supérieure à la charia, c'est-à-dire à la loi de Dieu. Et donc, quand on pose la question aux musulmans en France, il y a des enquêtes qui ont été faites par l'Institut Montaigne sur ce sujet. On voit très clairement qu'ils disent maintenant à plus de 30%, et c'est encore plus net chez les jeunes musulmans, c'est la charia qui doit dominer, ce ne sont pas les lois de la République française. Et il y a plus de 600 zones de non-droit en France qui sont en fait des zones tenues et dominées par la charia. Donc je dirais que c'est un phénomène extrêmement inquiétant. Et je pense que si la France continue dans cette direction, elle va devenir un pays soumis à l'islam, un pays où la démocratie, qui est déjà très très chancelante, sera quasiment abolie, et un pays où l'économie va petit à petit s'effondrer. Je dirais qu'il est quasiment impossible pour beaucoup de gens de regarder la réalité en face, mais le monde musulman est un monde dans lequel il y a un immense déficit démocratique, et ce qui est tout à fait logique. Je dirais que dans l'islam, c'est Dieu, c'est Allah qui doit gouverner, qui doit régir la société. Et ce ne sont pas les hommes. Donc il y a un déficit démocratique très très net et logique dans le monde musulman. Et il y a un déficit économique parce que l'islam est fondamentalement incompatible avec le développement économique. Dire que les thèses de M. Camus et les propos d'Éric Zemmour, ils ont raison sur ce plan-là. Sur le strict plan de
l'islam et de l'islamisation de la France, Éric Zemmour a raison. J'ai des réserves sur d'autres plans de son programme et de ses idées, mais sur ce strict plan, il a tout à fait raison et il tient un discours tout à fait lucide. Et Renaud Camus aussi. Renaud Camus a lancé l'idée de grand remplacement. Et je dirais que j'ai rencontré Renaud Camus à l'époque où il a publié ce livre. Renaud Camus est diabolisé, mais je dirais que ce qu'il écrit dans ce livre est tout à fait pertinent. Merci beaucoup, Monsieur Guimilière. Merci pour nous avoir accordé du temps. On vous réinvitera lorsque le livre sur la France sortira. Voilà, parce que je pense que vous êtes aussi un intellectuel courageux et malheureusement vous êtes censuré dans tous les médias en France, mais au moins en tout cas Lux Média, on vous laisse la parole libre et c'est important que vous nous éclairiez parce que on manque de connaissances, même si ici à Lux Média on fait du bon boulot là, avec toute l'équipe autour d'André Pitre, mais c'est important de vous laisser la parole parce que vous êtes un des grands intellectuels. Je veux dire que vous êtes de la trempe de Jean-François Revel ou de Raymond Aron et on a souvent tendance à l'oublier. Jean-François Revel était mon ami et je dirais que nous avions très fréquemment des conversations dans la dernière période de sa vie et il était infiniment triste de voir ce que la France était en train de devenir. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Guimilière. Merci, messieurs, dames. J'espère que cette émission vous aura plu. Et vous savez que, comme quoi, je suis passionné toujours par vous éclairer et en même temps m'éclairer moi-même. À une prochaine fois.